Emma, partie 4, chapitre 16. Ses cheveux nattés et la femme de chambre renvoyée, Emma s'assit pour réfléchir à la triste situation qu'elle avait provoquée. C'était l'écroulement de tous ses projets et surtout, c'était pour Harriet un coup terrible. L'ensemble lui apportait tristesse et humiliation, mais ce n'était rien en comparaison du mal qui en résultait pour Harriet. Elle se fût volontiers soumise à être convaincue, plus encore d'erreurs, de faux jugements, d'inconséquences, à condition que les effets de ses bévues eussent été concentrés sur elle-même. Si je n'avais pas persuadé Harriet de prendre cet homme en affection, j'aurais subi cet affront sans me plaindre. Mais cette pauvre Harriet. M. Elton avait affirmé n'avoir jamais pensé sérieusement à Harriet. Jamais. Elle chercha à se rappeler le passé, mais tout était confus dans son esprit. Elle était évidemment partie d'une idée préconçue et avait tout fait plier à son désir. Il fallait bien pourtant que les manières de M. Elton eussent été indécises, flottantes, douteuses pour qu'elle ait pu s'abuser à ce point. Le portrait, quel empressement il avait montré pour ce portrait. Et la charade, et cent autres circonstances qui avaient paru désigner si clairement Harriet. Évidemment, dans la charade, il y avait une allusion à l'esprit vif, mais il y en avait une aussi au doux regard. En réalité, rien ne s'adaptait ni à l'une ni à l'autre. Ce n'était qu'un pathos sans vérité et sans goût. Qui donc aurait pu voir clair à travers un tel tissu d'absurdité? Sans doute elle avait souvent jugé les manières de M. Elton inutilement galantes, mais ayant remarqué depuis longtemps qu'il ne possédait qu'un usage imparfait du monde, elle avait interprété cet empressement comme une manifestation de reconnaissance. C'était M. John Knightley qui, le premier, lui avait ouvert les yeux. Elle reconnaissait que les deux frères avaient fait preuve, dans toute cette affaire, d'une grande perspicacité. Elle se rappela ce que M. Knightley lui avait dit un jour à propos de M. Elton, l'avertissement qu'il lui avait donné, la conviction qu'il avait manifestée concernant la prudence des idées matrimoniales de M. Elton. Elle rougit en constatant combien il avait mieux pénétré ce caractère qu'elle n'avait su le faire elle-même. Elle se sentait cruellement mortifiée. M. Elton lui apparaissait maintenant, à beaucoup de points de vue, exactement l'inverse de ce qu'elle avait imaginé et désiré qu'il fût. Fat, présomptueux, vaniteux, rempli du sentiment de sa propre importance et parfaitement indifférent aux sentiments des autres. Contrairement à ce qui arrive d'habitude, la préférence qui lui marquait avait fait perdre à M. Elton tout son prestige. Elle se souciait peu de son attachement et ses espoirs l'offensaient. Elle voyait clairement qu'il désirait se marier avantageusement et qu'ayant eu l'arrogance de lever les yeux vers elle, il avait fait semblant d'être amoureux. Elle était parfaitement tranquille que les souffrances qu'il endurerait n'étaient pas d'une nature à inspirer la sympathie. Rien dans son langage ni dans ses manières n'indiquait une sincère affection. Il n'avait épargné ni les soupirs ni les belles paroles, mais il eût été difficile de choisir des expressions moins naturelles ou d'imaginer un ton de voix plus étranger au véritable amour. Elle n'avait pas besoin de se tourmenter à son sujet. Il voulait simplement s'élever et s'enrichir. Et puisque mademoiselle Woodhouse de Hartfield, l'héritière de 750 000 francs, n'était pas si facile à obtenir qu'il l'avait imaginé, il ne tarderait pas à jeter son dévolu sur n'importe quelle jeune fille ayant de 5 à 200 000 francs. Mais le fait qu'il ait pu parler d'encouragement, supposer qu'elle avait compris ses intentions, imaginer que l'idée lui était venue de l'accepter comme mari, voilà qui était particulièrement odieux. Cet homme se jugeait l'égal, comme situation et comme intelligence, de mademoiselle Woodhouse. Il avait pour Harriet un dédain complet, comprenant à merveille la hiérarchie sociale au-dessous de lui, et en même temps l'ignorant complètement au-dessus. Peut-être n'était-il pas juste de lui demander d'apprécier la différence qui existait entre eux, touchant les facultés et les raffinements de l'esprit, cette inégalité même formant un obstacle à la perception d'une supériorité de ce genre. Mais il ne pouvait ignorer que, tant par la fortune que par la situation sociale, elle lui était grandement supérieure. Il devait savoir que les Woodhouse, la branche cadette d'une très ancienne famille, se trouvaient établis à Hartfield depuis plusieurs générations,
L'importance foncière de Hartfield, à vrai dire, n'était pas considérable, la propriété ne formant qu'une sorte d'enclave dans le domaine de Donwell Abbey. Mais leur fortune, par ailleurs, était si considérable qu'ils se trouvaient être de bien peu inférieurs aux propriétaires de Donwell Abbey. Les Woodhouse tenaient depuis fort longtemps une place élevée dans la considération de leurs voisins. Quand M. Elton était arrivé, il y avait 2 ans à peine, pour faire son chemin comme il le pourrait, sans alliance, sauf dans le commerce, sans rien pour le recommander, excepté sa situation et sa politesse. Le plus extraordinaire, c'est qu'il s'était imaginé qu'elle était amoureuse de lui. Elle voulut se persuader, tout d'abord, qu'elle n'avait fourni à M. Elton aucun prétexte à s'illusionner de la sorte. Mais, après réflexion, elle fut bien obligée de reconnaître avoir, par l'extrême bonne grâce dont elle avait fait preuve à l'égard du soupirant d'Harriet, rendu possible une interprétation erronée. Du moment que le motif véritable de sa manière d'être demeurait incompris, un homme de facultés ordinaires et de délicatesse médiocre avait pu se croire encouragé. Puisqu'elle avait si mal interprété les sentiments de M. Elton, comment pouvait-elle s'étonner que, de son côté, aveuglé par l'amour-propre et l'intérêt, il se fût trompé? Elle seule était responsable de l'erreur initiale. Il lui apparaissait maintenant que c'était une sottise de faire des efforts pour influencer l'union de 2 personnes. C'était s'aventurer trop loin, assumer une trop grande responsabilité, prendre légèrement ce qui est sérieux, mêler l'artifice à ce qui doit être simple. Elle se sentait toute honteuse et prit la résolution de ne plus agir ainsi à l'avenir. Non sans peine, j'ai fini par amener Harriet à avoir une véritable affection pour cet homme. Si je n'étais pas intervenue, elle n'aurait jamais pensé à lui. Du moins avec l'espoir d'être payée de retour, car elle est extrêmement modeste. Pourquoi ne m'être pas bornée à lui faire refuser le jeune Martin? J'avais raison alors, et j'aurais dû m'arrêter. Le temps et la chance auraient fait le reste. Je l'avais introduite dans la bonne compagnie, et je lui donnais la possibilité de plaire à qui en valait la peine. Je n'aurais pas dû tenter plus. Mais maintenant, cette pauvre fille a perdu son repos. Je n'ai été pour elle qu'une triste amie. Et dans le cas où ce désappointement ne serait pas pour elle aussi sérieux que je le crois, je ne vois personne qui pourrait le moins du monde être un parti pour elle. William Cox? Non, je ne pourrais jamais admettre William Cox, un petit avocat prétentieux. Elle rougit et se mit à rire de cette prompte récidive, puis considéra de nouveau toutes les conséquences de son erreur, les désolantes explications qu'elle aurait à donner à Harriet, et la gêne des rencontres ultérieures avec M. Elton, la contrainte qu'il lui faudrait s'imposer pour dissimuler son sentiment et éviter un éclat. Finalement, elle se coucha, doutant d'elle-même et de tout, certaine seulement de s'être grossièrement trompée. Il est rare que le retour du jour n'apporte avec lui un soulagement appréciable au chagrin de la jeunesse. Emma se réveilla le lendemain matin dans de meilleures dispositions d'esprit et assez encline à ne plus considérer la situation comme inextricable. D'abord, M. Elton n'était pas véritablement amoureux d'elle, et, de son côté, elle ne manquait pas à son égard de cette sympathie qui eût pu lui rendre pénible la désillusion qu'elle lui infligeait. En second lieu, elle se rendait compte que la nature d'Harriet ne la prédisposait pas à ressentir très profondément les émotions de ce genre. Enfin, il n'était pas nécessaire que personne fût mis au courant de ce qui s'était passé, et elle n'avait à craindre pour son père aucun contre-coup fâcheux. Ses pensées la réconfortèrent, et la vue de l'épais tapis de neige qui couvrait le sol lui causa une agréable surprise comme propice à leur intimité familiale. Bien que ce fût Noël, elle avait une excellente excuse pour se dispenser d'aller à l'église. Elle évitait ainsi une rencontre pénible. Les jours suivants, l'état du temps demeura indécis entre la gelée et le dégel. Chaque matin commençait par la neige ou la pluie, et chaque soir amenait la gelée. Il ne pouvait être question de sortir. Emma se trouva donc à même de profiter des avantages de son isolement. Pas de communication avec Harriet, sauf par lettre. Pas d'église le dimanche suivant, et aucune nécessité d'inventer une excuse pour l'absence de M. Elton. Il paraissait tout naturel à M. Woodhouse que l'on restât chez soi par un temps pareil, et il ne manquait pas de dire à M. Knightley qu'aucune température n'arrêtait,
« Ah, monsieur Knightley, que n'imitez-vous monsieur Elton, qui ne s'expose pas à prendre froid ?» Cette vie paisible et retirée convenait parfaitement à monsieur John Knightley, dont l'humeur était un facteur important du bien-être général. Du reste, celui-ci avait épuisé si complètement sa mauvaise humeur au cours de l'expédition de Randalls que son amabilité fut invariable pendant tout le reste du séjour. Il était gracieux pour chacun et parlait de tous avec bienveillance. Malgré la paix ambiante, Emma ne pouvait oublier toutefois qu'elle se verrait bientôt dans la nécessité d'avoir une explication avec Harriet, et son esprit ne trouvait pas de repos. Chapitre 17. La captivité de monsieur et madame John Knightley ne fut pas éternelle. Le temps s'améliora bientôt suffisamment pour leur permettre de repartir. Monsieur Woodhouse, comme d'habitude, s'efforça de persuader sa fille de rester avec ses enfants, mais il dut finalement se résigner à les voir tous disparaître. Il reprit le cours de ses lamentations sur la destinée de cette pauvre Isabelle, laquelle, en réalité, entourée de ceux qu'elle adorait, perspicace pour leurs mérites, aveugle quand il s'agissait de leurs défauts, toujours surchargée de légères besognes, pouvait, à bon droit, être citée comme un modèle de bonheur féminin. Le lendemain de leur départ, il arriva une lettre de M. Elton pour M. Woodhouse, longue, polie, cérémonieuse. Il présentait ses meilleurs compliments. Il comptait se mettre en route le lendemain matin pour Bath, où l'appelaient des amis chez qui depuis longtemps il était invité à passer plusieurs semaines. Il regrettait beaucoup l'impossibilité où il s'était trouvé, par suite du mauvais temps et de ses occupations, d'aller prendre congé de M. Woodhouse. Il garderait toujours un souvenir reconnaissant de l'accueil amical qu'il avait trouvé à Hartfield. Il se mettait à la disposition de M. Woodhouse au cas où celui-ci aurait quelque commission à lui confier. Emma fut agréablement surprise. Rien ne pouvait être plus désirable que l'absence de M. Elton en ce moment. Elle lui sut gré de son départ, tout en ne pouvant pas admirer la manière dont il en faisait l'annonce. Le ressentiment ne pouvait être plus clairement exprimé qu'au moyen de cette missive nominativement adressée à son père et où son nom n'était même pas prononcé. Il y avait dans cette manière de faire un changement si notoire et une solennité de si mauvais goût que la rupture était manifeste. Il parut impossible à Emma que les soupçons de son père ne fussent pas éveillés. Il n'en arriva rien, cependant. M. Woodhouse, tout entier à la surprise que lui causait l'annonce d'un voyage si soudain et préoccupé des dangers auxquels M. Elton, selon lui, allait se trouver exposé, ne vit quoi que ce soit d'extraordinaire aux formules de la lettre. Elle eut même son utilité, car elle servit de matière de conversation pendant le reste de la soirée solitaire. M. Woodhouse exprima toutes ses alarmes que sa fille réussit peu à peu à dissiper. Emma résolut maintenant de mettre Harriet au courant de la situation. Celle-ci était presque entièrement remise de son indisposition, et Emma jugeait désirable de lui accorder tout le temps possible pour surmonter cet autre malaise avant le retour de la personne en question. En conséquence, elle alla dès le lendemain chez madame Godard pour affronter l'humiliation nécessaire de la confession. Il lui fallut détruire toutes les espérances qu'elle avait éveillées avec tant d'industrie, assumer le rôle ingrat de la préférée et reconnaître son erreur complète, la fausseté de toutes ses idées sur ce sujet, de ses observations, de ses convictions, l'écroulement de toutes ses prophéties. Toute la honte qu'elle avait ressentie au premier moment fut réveillée par ce récit, et la vue des larmes d'Harriet lui fit se prendre en horreur. Harriet supporta cette révélation aussi bien que possible, ne blâmant personne et faisant preuve dans tous ses discours d'une disposition si ingénue et d'une si humble opinion d'elle-même que son amie en éprouva une véritable admiration. Emma, à ce moment-là, était toute disposée à goûter la modestie et la simplicité, et il lui paraissait que toutes les grâces qui devraient attirer l'amour étaient l'apanage d'Harriet et non le sien. Harriet ne se plaignait pas. Elle jugeait que l'affection d'un homme tel que M. Elton eût été disproportionnée avec son mérite, et elle pensait que personne, sauf une amie telle que Mlle Woodhouse, n'aurait jugé la chose possible. Elle pleura abondamment, mais son chagrin était si naturel qu'aucune attitude de dignité n'aurait pu être plus touchante. Emma l'écouta,
et essaya de la consoler avec tout son cœur et son intelligence. Elle était véritablement convaincue, dans cet instant, qu'Harriet était des deux la créature supérieure. Elle aurait voulu lui ressembler. Il était un peu tard pour devenir simple d'esprit et ignorante, mais elle prit la résolution d'être humble et modeste, et de modérer son imagination pour le reste de sa vie. Dorénavant, après les devoirs qu'elle avait vis-à-vis de son père, elle se considérait comme tenue de prouver à Harriet son affection d'une manière efficace. Elle l'invita à Hartfield et lui témoigna une invariable tendresse, s'efforçant de l'occuper et de l'amuser. Emma savait que le temps seul pourrait amener l'oubli, et, sans prétendre être juge de la force d'un attachement inspiré par M. Elton, il lui semblait raisonnable de supposer qu'à l'âge d'Harriet, ce résultat pourrait être obtenu à peu près à l'époque du retour de ce dernier. Harriet, il est vrai, continuait à voir en M. Elton toutes les perfections, et elle persistait à le considérer comme supérieur à tout le monde, au physique comme au moral. Mais comme d'autre part Harriet acceptait sans aucune arrière-pensée la nécessité de lutter contre un attachement aussi stérile, Emma jugeait impossible que, dans ces conditions, Harriet persistât à placer son bonheur dans un amour sans espoir. Sans doute il était fâcheux qu'ils fussent établis tous trois dans le même pays, mais puisqu'aucun d'eux n'était à même de changer de milieu, il fallait se résigner à l'inévitable et se préparer à se retrouver souvent. Harriet était particulièrement mal placée à ce point de vue chez madame Goddard, M. Elton étant un objet d'admiration perpétuelle pour les maîtresses et les élèves de l'école. Aussi Emma prit-elle résolution de faire venir son amie à Hartfield le plus souvent possible. C'était dans le lieu même où la blessure avait été faite qu'il fallait appliquer le pansement. Emma sentait qu'elle ne retrouverait la paix de l'esprit que le jour où elle pourrait constater la guérison de son amie. Chapitre 18. Monsieur Frank Churchill n'apparut pas. Peu de temps avant la date fixée, il écrivit pour s'excuser. Pour le moment, il ne lui était pas possible de se rendre libre, à son très grand regret. Cependant, il n'abandonnait pas l'espoir d'être en mesure de faire une visite à Randalls avant peu. Madame Weston fut extrêmement désappointée, beaucoup plus en fait que son mari, dont elle n'avait jamais pourtant partagé l'optimisme. Monsieur Weston, en effet, demeura surpris et attristé pendant une demi-heure, mais il eut vite fait d'oublier ce déboire et de renaître à l'espérance. Déjà, il se rendait compte des avantages du retard apporté à la visite de son fils, qui se trouverait avoir lieu sans doute 2 ou 3 mois plus tard, c'est-à-dire par la belle saison. De plus, il ne doutait pas qu'à ce moment, il ne fût possible à Frank de rester avec eux beaucoup plus longtemps. Ces pensées lui rendirent sa bonne humeur, tandis que madame Weston, après s'être tourmentée à l'avance au sujet du désappointement qu'elle prévoyait pour son mari, avait maintenant perdu toute confiance dans une visite reportée à une époque indéterminée. Emma ne se trouvait pas dans un état d'esprit qui lui permît de s'inquiéter beaucoup de l'absence de M. Frank Churchill, excepté relativement à Randalls. Cette connaissance à présent n'avait pas de charme pour elle. Elle préférait être tranquille et à l'abri de toute tentation. Mais, comme il était désirable qu'elle apparût semblable à elle-même, elle eut soin de manifester de l'intérêt et de prendre part à la déception des Weston de la manière la plus convenable. Emma fut la première à annoncer la nouvelle à M. Knightley. Elle lui fit part de l'indignation que lui inspirait la conduite des Churchill, et se mit à vanter, bien au-delà de son sentiment, tous les avantages que la venue de Frank Churchill aurait procurés à leur société restreinte du Surrey. Elle se trouva bientôt en désaccord, à son grand amusement, avec M. Knightley, et s'aperçut qu'elle soutenait précisément la contrepartie de sa véritable opinion, se préparant à se servir des arguments que M. Weston avait employés contre elle-même. « Je ne doute pas que les Churchill ne soient dans le tort, » dit M. Knightley. « Mais je pense néanmoins que si le jeune homme voulait, il pourrait venir. »« Je ne sais pourquoi vous parlez ainsi. Il a le plus grand désir de faire cette visite, mais son oncle et sa tante ne veulent pas se priver de lui. »« C'est bien improbable. Il faudrait que j'eusse la preuve de cette opposition pour excuser le neveu. »« Qu'est-ce que M. Frank Churchill vous a donc fait pour que vous lui supposiez des sentiments aussi dénaturés ?
Je le soupçonne seulement d'avoir appris à se croire au-dessus de ses parents et de ne penser qu'à son propre plaisir. Il est naturel qu'un jeune homme élevé par des gens qui sont fiers, orgueilleux et égoïstes se soit formé à leur image. Si Frank Churchill avait désiré voir son père, il se serait arrangé à le faire entre le mois de septembre et le mois de janvier. Un homme de son âge, 23 ou 24 ans, n'est-ce pas, trouve toujours moyen d'arriver à ses fins lorsqu'elles sont aussi légitimes. C'est facile à dire, c'est bien la manière de voir d'un homme qui a toujours été son maître. Vous n'êtes pas à même, monsieur Knightley, de mesurer les inconvénients de la dépendance. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir à ménager les gens. Il est impossible d'imaginer qu'un homme de 24 ans soit à ce point privé de sa liberté physique et morale. Ce n'est pas l'argent qui lui manque, ni le loisir. Nous savons au contraire qu'il a l'un et l'autre, et qu'il aime à les gaspiller dans les endroits où l'on s'amuse. De temps à autre, nous apprenons qu'il villégiature dans telle ou telle ville d'eau. Dernièrement, il était à Weymouth, ce qui prouve qu'il peut quitter les Churchill. Oui, quelquefois. Et ce sont précisément toutes les fois qu'il estime que le déplacement en vaut la peine, ou bien lorsque son plaisir est en jeu. Prétendez-vous juger impartialement la conduite de quelqu'un sans avoir une connaissance parfaite de la situation ? Personne, à moins d'avoir vécu dans l'intimité d'une famille, ne peut dire avec quelle difficulté un membre de cette famille peut se trouver aux prises. Il faudrait que nous fussions au courant de ce qui se passe à Enscombe et exactement renseignés sur le caractère de Madame Churchill pour apprécier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Un homme peut toujours faire son devoir. Monsieur Frank Churchill a celui de donner à son père cette preuve de respect. Il le sait bien. Rien ne lui serait plus facile que d'agir en conformité. Un homme de sens droit dirait de suite avec simplicité et résolution à Madame Churchill: vous me trouverez toujours prêt à vous faire le sacrifice d'un plaisir, mais il faut que j'aille voir mon père immédiatement. Je sais qu'il serait offensé si je ne lui donnais pas cette marque de déférence à l'occasion de son mariage. Je partirai donc demain. S'il avait parlé sur le ton qui convient à un homme, aucune opposition n'eût été faite à son voyage. Non, dit Emma en riant, mais peut-être en revanche se fût-on opposé à son retour. Ce serait un étrange langage dans la bouche d'un jeune homme absolument dépendant. Il n'y a que vous, monsieur Knightley, qui puisse imaginer une chose de ce genre. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que commande une situation si différente de la vôtre. Je vois d'ici monsieur Frank Churchill tenant un discours de ce genre à l'oncle et à la tante qui l'ont élevé et dont son avenir dépend. Il se placerait debout au milieu de la chambre, je suppose, en élevant la voix. Croyez-moi, Emma, ce désir fermement exprimé avec, bien entendu, toutes les formes du respect, lui aurait gagné l'estime de ceux dont il dépend et n'aurait fait qu'augmenter l'intérêt et l'affection qu'ils lui portent. Ils connaissent comme tout le monde les devoirs d'un fils vis-à-vis de son père. Et tout en employant leur influence d'une façon mesquine pour retarder ce voyage, ils ne doivent pas avoir au fond du cœur bonne opinion du neveu, chez qui ils trouvent si peu de résistance à leurs caprices. Si ce dernier s'inspirait toujours de sentiments aussi naturels, il aurait vite fait de plier, selon son gré, leurs esprits rétrécis. J'en doute fort. Quand les esprits rétrécis sont ceux de gens considérables par la situation et la fortune, ils ont une tendance à s'enfler démesurément et deviennent aussi difficiles à influencer que les grands. D'autre part, je puis imaginer que si vous, monsieur Knightley, vous vous trouviez transporté tel que vous êtes à la place de Frank Churchill, vous seriez peut-être à même de dire et de faire précisément ce que vous suggérez. Vous pourriez obtenir un excellent résultat. Les Churchill ne trouveraient sans doute rien à répondre, mais vous n'auriez pas à lutter contre des habitudes invétérées d'obéissance et de soumission. Pour lui, au contraire, ce ne doit pas être si facile d'entrer de plain-pied dans un ton de parfaite indépendance et d'oublier en un instant tous les titres qu'ont son oncle et sa tante à sa reconnaissance et à son respect. Dans ce cas, il ne sent pas comme moi. Sa conviction n'est pas si forte, sinon elle produirait le même effet. Je voudrais que vous compreniez la difficulté qu'il y a pour un jeune homme d'un caractère doux de s'opposer directement aux volontés de ceux auxquels il a obéi toute sa vie. Votre aimable jeune homme est un jeune homme très faible, s'il n'a pas déjà dans d'autres circonstances affirmé sa volonté. Il devrait avoir, depuis longtemps, pris l'habitude d'agir conformément à son devoir, au lieu de recourir à des expédients. Je comprends la crainte chez l'enfant, mais je ne l'admets pas chez l'homme. Il pouvait continuer à se soumettre
à leur autorité. Il ne devait pas se plier à leur tyrannie. Il aurait dû s'opposer fermement à la première tentative faite pour l'amener à négliger son père. S'il avait dès le début pris l'attitude qui convenait, il ne se trouverait pas embarrassé aujourd'hui. « Nous ne serons jamais d'accord à son sujet, » répondit Emma. « Je ne me le figure pas du tout, d'après ce que m'a dit M. Weston, comme ayant un caractère faible, mais probablement sa nature est plus douce, plus aimable, plus soumise que vous ne le jugez convenable chez l'homme idéal. Il perdra peut-être de ce fait certains avantages, mais il doit avoir les qualités de ses défauts. Sans doute ses dispositions lui permettent de rester immobile quand il devrait agir, et de vivre dans la oisiveté et le plaisir à condition de trouver quelques excuses appropriées. Quand il s'est assis à son bureau et qu'il a écrit une belle lettre emphatique, remplie de protestations et de faussetés, il est persuadé qu'il a trouvé le meilleur moyen du monde pour conserver la paix en famille, tout en empêchant son père d'avoir aucun droit de se plaindre. Je ne puis souffrir ces lettres. » Voilà qui est singulier. Vous êtes seul de votre avis. Tout le monde est d'accord pour se montrer satisfait de ces lettres. J'ai idée qu'elles ne satisfont pas madame Weston. Et comment pourrait-elle contenter une femme de bon sens et de cœur qui tient la place d'une mère sans être aveuglée par l'amour maternel? C'est à cause d'elle que des égards particuliers s'imposaient en cette circonstance, et elle doit doublement souffrir de leur absence. Si elle avait été elle-même une personne d'importance, il serait probablement venu. Dans ce cas, du reste, la signification d'une telle démarche eût été très amoindrie. Croyez-vous que votre ami n'ait pas fait ces mêmes réflexions? Non, Emma, votre jeune homme peut être aimable et expert dans l'art de se faire bien venir, mais il manque absolument de délicatesse, de sentiment, et n'a rien de ce qu'il faut pour inspirer de l'affection. Vous semblez être prévenu contre lui et résolu à le mal juger. En aucune façon, reprit M. Knightley d'un air mécontent. J'aurais été disposé à reconnaître ses mérites comme ceux de quiconque, mais jusqu'à présent, je n'ai entendu parler que de ses qualités physiques. Il est grand et beau garçon, et sa tournure est élégante. Eh bien, s'il n'a d'autre avantage que cela, ce sera encore un trésor pour Highbury. Nous ne voyons pas tous les jours d'agréables jeunes gens, bien élevés et de bonnes manières. Ne soyons pas trop exigeants et ne réclamons pas toutes les vertus par-dessus le marché. Vous imaginez-vous, monsieur Knightley, la sensation que son arrivée produira? Dans les paroisses de Donwell et d'Highbury, il n'y aura pas d'autre sujet de conversation. Tout l'intérêt sera concentré sur lui. Nous ne parlerons plus que de monsieur Frank Churchill. Vous m'excuserez de ne pas être ébloui à ce point. Si je trouve ce jeune homme d'un commerce agréable, je serai content d'avoir fait sa connaissance. Mais s'il n'est que fat et bavard, il ne me prendra pas beaucoup de mon temps ni de mon attention. J'imagine qu'il sait plier sa conversation au goût de chacun, et qu'il est en mesure de réaliser son désir de se rendre agréable à tous. À vous, il parlera agriculture, à moi peinture ou musique, et ainsi de suite, ayant des connaissances générales sur tous les sujets qui lui permettront, suivant l'occasion, de diriger le débat ou de donner la réplique. Voilà l'idée que je me fais de lui. « Et la mienne, » dit M. Knightley vivement. « C'est que, s'il ressemble de près ou de loin à ce portrait, ce sera l'être le plus insupportable du monde. Quoi, à 24 ans, se poser comme le roi de son milieu, le grand homme, le politicien avisé qui lit dans l'esprit de chacun et qui se sert des talents de tous pour la glorification de sa propre supériorité. Ma chère Emma, votre bon sens s'accommoderait mal d'un personnage aussi ridicule. Nous avons tous deux des préventions. Vous contre lui, moi en sa faveur. Et nous ne pourrons pas nous mettre d'accord tant qu'il ne sera pas là pour nous départager. Quant à moi, je n'ai pas de prévention. Mais moi, j'en ai, et je n'en rougis pas. Mon affection pour monsieur et madame Weston m'incite à me montrer partial à son égard. Pour ma part, je ne donne jamais une pensée à ce jeune homme qui m'est parfaitement indifférent, reprit M. Knightley avec tant d'acrimonie qu'Emma changea immédiatement de conversation. Emma s'étonna d'une antipathie aussi peu motivée. Elle avait toujours jugé M. Knightley très impartial, et bien qu'elle le sût porté à avoir une opinion de son propre mérite, elle n'aurait jamais supposé qu'il pût se montrer aussi injuste dans l'appréciation de celui des autres. Chapitre 19. Les deux amis marchaient ensemble un matin
et Emma jugeait le moment venu de changer de conversation. Elle ne pensait pas qu'il fût nécessaire pour le soulagement d'Harriet et l'expiation de son propre péché de parler plus longtemps de M. Elton. En conséquence, elle s'efforçait habilement de se débarrasser de ce sujet et elle croyait avoir réussi lorsqu'il revint inopinément à la surface. Emma, ayant parlé non sans éloquence des souffrances que les pauvres endurent pendant l'hiver, n'avait obtenu pour réponse qu'un plaintif « Monsieur Elton est si bon pour les pauvres !» Il fallait chercher un autre dérivatif. Elle eut l'idée de faire une visite à Madame et Mademoiselle Bates, dont la maison se trouvait précisément sur son itinéraire. Peut-être trouverait-elle le salut dans le nombre. Ce serait d'autre part une occasion de se montrer attentionnée et amicale. Emma savait, en effet, qu'on lui reprochait de se montrer négligente à l'égard de ces dames et de ne pas contribuer comme elle aurait dû à l'amélioration de leur médiocre confort. M. Knightley lui avait maintes fois fait des allusions à ce sujet, et sa conscience l'avait également averti, mais rien ne pouvait contrebalancer sa répugnance pour une assiduité qu'elle considérait comme une corvée et une perte de temps. De plus, elle craignait toujours de rencontrer chez Madame Bates la société de second ordre, qui fréquentait le modeste intérieur. Aussi allait-elle rarement la voir. Avant d'entrer, Emma fit observer à Harriet que, d'après ses précisions, judicieusement établies sur les données du calendrier, elles avaient bien des chances, ce jour-là, d'échapper à une lettre de Jane Fairfax. La maison appartenait à des commerçants et les magasins occupaient tout le rez-de-chaussée. Madame et Mademoiselle Bates habitaient l'appartement du premier étage. Elles accueillirent les visiteuses avec une extrême cordialité et une reconnaissance attendrie. La vieille dame paisible et soignée, qui était assise en train de tricoter dans le coin le plus abrité de la chambre, voulait absolument donner sa place à mademoiselle Woodhouse, et mademoiselle Bates les accabla littéralement de prévenances de tout genre, de remerciements pour leur visite, d'anxieuses interrogations concernant la santé de M. Woodhouse, de joyeuses communications sur celle de sa mère, de sucreries et de gâteaux. Madame Cole venait de partir. Elle était entrée pour 10 minutes et avait eu la bonté de rester plus d'1 heure. Elle avait pris un morceau de gâteau qu'elle avait trouvé excellent. Elle espérait donc que mademoiselle Woodhouse et mademoiselle Smith leur feraient également la faveur d'en accepter un morceau. Emma comprit de suite que l'allusion à madame Cole devait nécessairement en amener une concernant M. Elton. M. Cole, en effet, était l'ami intime de M. Elton, et Emma n'ignorait pas qu'il avait reçu des nouvelles de ce dernier. Inévitablement, le contenu de la lettre serait révélé. En effet, elles furent mises au courant des engagements mondains de M. Elton, de l'accueil qui lui avait été fait, etc. Emma écouta avec tout l'intérêt voulu et se mit sans cesse en avant pour éviter à Harriet d'avoir à parler. Elle se préparait, une fois ce sujet dangereux épuisé, à entrer dans l'intimité des dames et des demoiselles d'Highbury et à assister à leur partie de cartes. Mais elle ne s'attendait pas à voir Jane Fairfax succéder à M. Elton. Quoi qu'il en fût, ce dernier fut rapidement expédié par mademoiselle Bates, qui l'abandonna brusquement au profit d'une lettre de sa nièce. Madame Cole a été assez bonne pour nous faire une longue visite. Dès son arrivée, elle a demandé des nouvelles de Jane. Elle a une vraie prédilection pour elle. Quand Jane est ici, Madame Cole ne sait comment lui témoigner son affection. Je disais donc qu'elle avait demandé des nouvelles en arrivant. Je sais que vous ne pouvez pas avoir des nouvelles récentes de Jane, ce n'est pas le moment de sa lettre. Et quand j'ai répondu « Mais vraiment, nous avons reçu une lettre ce matin même », je n'ai jamais vu quelqu'un de plus surpris. « Est-ce possible ?» dit-elle. « Voilà qui est tout à fait inattendu. Et que vous dit-elle » Emma fit preuve de son habituelle politesse, en souriant d'un air d'intérêt, et répondit « Je me réjouis de cette surprise. J'espère qu'elle est en bonne santé. » « Merci, vous êtes bien bonne, » reprit la crédule demoiselle en cherchant fiévreusement la lettre. « La voici. Je savais bien qu'elle n'était pas loin, mais j'avais mis mon carnet à aiguille dessus de sorte qu'elle était un peu cachée. Je l'avais eue en main il y a si peu de temps que j'étais à peu près sûre qu'elle ne pouvait être que sur la table. Je l'ai lue à madame Cole, et depuis son départ, je la relisais à ma mère, car une lettre de Jane est un si grand plaisir pour elle qu'elle ne se lasse pas de l'entendre. Je dois avant tout m'expliquer touchant la brièveté de cette lettre.
Il est de toute justice que vous sachiez qu'en général Jane couvre les 4 feuilles. Aujourd'hui, tout à fait par exception, vous voyez, il n'y a que 2 feuilles. Ma mère est étonnée que je puisse si bien déchiffrer les lettres de Jane. Elle dit souvent, quand on ouvre la lettre, « Allons, Hetty, cette fois, je crois que vous allez avoir fort à faire pour déchiffrer cette mosaïque. » N'est-ce pas, maman ? Et je lui réponds que je suis bien sûre qu'elle s'arrangerait à faire ce travail elle-même si je n'étais pas là. En effet, bien que les yeux de ma mère ne soient plus aussi bons qu'ils étaient, elle voit encore, grâce à Dieu, extraordinairement bien à l'aide de lunettes. C'est une bénédiction. Jane dit souvent lorsqu'elle est ici, « Grand-mère, vous devez avoir joui d'une excellente vue pour voir encore comme vous voyez après avoir exécuté à l'aiguille tant de travaux minutieux. Je souhaite que mes yeux me fassent un aussi long service que les vôtres. » Mademoiselle Bates parlait si rapidement qu'elle fut obligée de s'arrêter pour reprendre haleine, et Emma en profita pour placer une observation aimable sur l'élégante écriture de mademoiselle Fairfax. « Vous êtes extrêmement bienveillante, » reprit mademoiselle Bates, absolument enchantée. « Et si bon juge, car vous écrivez vous-même si parfaitement. Aucune louange ne pourrait nous être plus sensible que celle de mademoiselle Woodhouse. Vous savez, ma mère est un peu... » Et élevant la voix, elle ajouta, « Maman, entendez-vous ce que mademoiselle Woodhouse a l'obligeance de dire sur l'écriture de Jane ?» Emma eut l'avantage d'entendre sa remarque banale, répétée à 2 reprises, avant que la vieille dame pût en saisir le sens. Pendant ce temps, elle réfléchissait à la manière d'échapper, sans paraître impolie, à la lecture de la lettre, et elle était sur le point de formuler une excuse quelconque et de se retirer, quand mademoiselle Bates se retourna soudainement vers elle et reprit. « La surdité de ma mère est insignifiante, comme vous pouvez le constater. Il suffit d'élever la voix et de répéter 2 ou 3 fois la phrase pour qu'elle entende. Il est vrai qu'elle est accoutumée à ma voix. Pourtant, chose curieuse, elle entend toujours Jane mieux que moi. Jane parle si distinctement. Celle-ci ne trouvera pas sa grand-mère plus sourde qu'il y a 2 ans. On ne saurait désirer mieux à l'âge de ma mère. Et il y a réellement 2 ans, vous savez, que Jane n'est venue ici. Jamais nous n'avions été si longtemps sans la voir et, comme je disais à madame Cole, je ne sais pas comment nous ferons pour lui témoigner tout notre plaisir. »« Est-ce que vous attendez mademoiselle Fairfax ? » ?»« Mais oui, la semaine prochaine. »« Vraiment ? Ce sera une vraie joie pour vous. » Tous nos amis sont surpris et nous témoignent le même intérêt. Je suis sûre que Jane sera aussi heureuse de retrouver ses amis d'Highbury que ceux-ci pourront l'être. Elle arrivera vendredi ou samedi. Elle ne peut préciser, le colonel ayant lui-même besoin de la voiture un des 2 jours. Les Campbell sont assez bons pour la faire conduire jusqu'ici. C'est ce qu'ils font toujours du reste. Voilà la raison qui lui a fait écrire aujourd'hui. Hors de règle, comme nous disons. En temps ordinaire, nous n'aurions pas reçu de nouvelles avant mardi ou mercredi. C'est ce que je pensais. Je n'espérais pas avoir le plaisir d'entendre parler de mademoiselle Fairfax aujourd'hui. Vous êtes trop bonne. Sans cette circonstance spéciale, en effet, nous n'aurions pas eu de lettre aujourd'hui. Ma mère est bien heureuse, car Jane doit rester au moins 3 mois avec nous. 3 mois. Elle le dit positivement, et je vais avoir le plaisir de vous lire la phrase même de sa lettre. Les Campbell vont en Irlande. Madame Dixon a persuadé son père et sa mère de venir la voir de suite. Ils n'avaient pas l'intention de faire la traversée avant l'été, mais elle est impatiente de les revoir. C'est bien naturel, car jusqu'à son mariage au mois d'octobre dernier, elle ne les avait jamais quittés pour plus d'1 semaine, et elle a dû éprouver une étrange sensation en se trouvant transportée soudain, j'allais dire, dans un autre royaume. En tout cas, dans un autre pays. Elle écrivit donc d'une façon très pressante à son père ou à sa mère. Je ne sais pas précisément auquel des 2, mais nous le saurons tout à l'heure par la lettre de Jane. Tant en son nom qu'en celui de son mari pour les inviter. Ils doivent passer la saison à Dublin et iront ensuite dans leur propriété de Baley-Craig, un endroit merveilleux, j'imagine. Jane a beaucoup entendu parler de la beauté de ce domaine par M. Dixon. Il était très naturel qu'il se plût à donner des détails sur sa propriété pendant qu'il faisait sa cour. Jane avait l'habitude de sortir avec eux, car le colonel et madame Campbell tenaient essentiellement à ce que leur fille ne sortît pas seule avec M. Dixon, ce que je ne puis qu'approuver. Naturellement, Jane entendait tout ce qu'il disait à mademoiselle Campbell au sujet de sa maison en Irlande. C'est un jeune homme charmant. Elle désirait beaucoup aller en Irlande à la suite de ses descriptions.
À ce moment, un soupçon ingénieux traversa l'esprit d'Emma, relatif à Jane Fairfax, à l'aimable M. Dixon et au fait de ne pas aller en Irlande. Elle dit avec le dessein d'en découvrir davantage. « Vous devez vous considérer comme très heureuse que mademoiselle Fairfax ait la possibilité de venir si longtemps chez vous, étant donné la particulière amitié qui existe entre elle et madame Dixon. Vous ne pouviez guère espérer qu'elle pût se dispenser d'accompagner le colonel et madame Campbell. » C'est précisément ce que nous avons toujours craint, car nous n'aurions pas aimé la sentir si loin de nous pendant plusieurs mois. Mais, vous voyez, tout tourne pour le mieux. Monsieur et madame Dixon désiraient vivement que Jane accompagnât le colonel et madame Campbell. Soyez sûr que rien ne pouvait être plus affectueux et plus pressante que leur double invitation. Monsieur Dixon est un si charmant jeune homme. Depuis le service qu'il a rendu à Jane à Weymouth, pendant cette promenade en bateau où elle fut soudain entourée par une partie de la voiture et, sans son intervention, elle eût infailliblement été projetée à la mer. Je ne puis jamais penser à cet accident sans trembler, et depuis, je ressens une véritable affection pour M. Dixon. Mais, somme toute, malgré les instances de ses amis et son propre désir de connaître l'Irlande, mademoiselle Fairfax préfère consacrer son temps à sa famille. Oui, c'est absolument son choix, et le colonel et madame Campbell approuvent sa décision. Ils espèrent que l'air natal lui sera salutaire. Elle n'a pas été bien depuis quelque temps. Je regrette de l'apprendre. Madame Dixon doit être bien désappointée. Madame Dixon, d'après ce que j'ai compris, n'est pas d'une grande beauté et ne doit pas être comparée à mademoiselle Fairfax. Oh non, vous êtes bien bonne de parler de Jane en termes si flatteurs, mais en vérité, il ne peut y avoir de comparaison entre elles. Mademoiselle Campbell a toujours été laide, mais extrêmement élégante et aimable. Oui, naturellement. Jane a attrapé un mauvais rhume, pauvre enfant, au mois de novembre dernier, et elle n'a jamais été bien depuis. Elle n'y avait jamais fait allusion pour ne pas nous tourmenter. Je reconnais sa délicatesse habituelle. Nous pensons que 3 ou 4 mois d'Highbury la remettront entièrement. Personne ne pourrait la soigner comme nous le faisons. Il me semble que cet arrangement est parfait à tous les points de vue. Elle arrivera vendredi ou samedi, et les Campbell quittent la ville pour aller à Holyhead le lundi suivant, comme vous le verrez dans la lettre de Jane. Vous pouvez comprendre, chère mademoiselle Woodhouse, dans quelle agitation cette nouvelle inopinée m'a jetée. Il faut nous attendre à lui trouver mauvaise mine. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé de malheureux à ce propos. J'ai toujours soin de parcourir les lettres de Jane avant de les lire à ma mère, de crainte qu'il n'y ait quelque chose qui puisse l'attrister. Jane m'a bien recommandé d'agir ainsi, et je le fais toujours. Aujourd'hui, je commençais à lire avec mes précautions habituelles, mais à peine étais-je arrivé au passage où elle fait allusion à sa maladie, que je m'écriai « Ciel, ma pauvre Jane est malade !» Et ma mère, qui était aux aguets, m'entendit distinctement et fut extrêmement alarmée. En continuant, je m'aperçus bientôt que l'état de Jane n'était pas aussi grave que je me l'étais imaginé. Je suis ensuite parvenue à rassurer ma mère, mais je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi inconséquente. Si Jane ne se remet pas de suite, nous ferons venir M. Perry. Il est si généreux et si affectionné à Jane que, probablement, il n'aura pas l'intention de prendre des honoraires pour ses soins, mais nous ne le souffrirons pas. Il a une femme et des enfants à entretenir, et il n'est pas juste qu'il gaspille son temps. Eh bien, maintenant que je vous ai donné une idée sommaire de la lettre de Jane, je vais vous la lire, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Je crains que nous ne soyons forcés de nous sauver, dit Emma, en jetant un coup d'œil à Harriet et en se levant. Mon père nous attend. Je n'avais pas l'intention, je ne pensais même pas avoir la possibilité de rester plus de 5 minutes. Je suis entrée parce que je n'ai pas voulu passer votre porte sans prendre des nouvelles de madame Bates. Mais le temps a passé si agréablement que j'ai oublié ma résolution. Il nous faut pourtant vous dire au revoir, à vous et à madame Bates. Malgré les plus vives instances, mademoiselle Bates ne parvint pas à retenir Emma. Celle-ci, une fois dehors, ne dissimula pas sa satisfaction d'avoir échappé à la lecture in extenso de la lettre préalablement résumée. Chapitre 20. Jane Fairfax était orpheline. C'était l'unique enfant de la plus jeune fille de madame Bates. Le mariage du lieutenant Fairfax et de mademoiselle Jane Bates avait eu son heure de célébrité et de joie. Ce n'était plus aujourd'hui qu'un souvenir de deuil.
Lui était mort aux colonies, et peu après, sa veuve était morte de chagrin à son tour. La petite Jane avait 3 ans quand elle perdit sa mère. Elle devint la consolation de sa grand-mère et de sa tante, et tout semblait présager qu'elle était fixée à Highbury pour la vie. Mais l'intervention d'un ami de son père modifia sa destinée. Le colonel Campbell tenait en grande estime le lieutenant Fairfax, et, de plus, il considérait devoir la vie aux soins dont son compagnon d'armes l'avait entouré pendant les accès d'une fièvre contractée au cours d'une campagne. Il demeura fidèle à la mémoire de son ami et, bien que plusieurs années se fussent écoulées entre la mort du pauvre Fairfax et le retour du colonel en Angleterre, sa reconnaissance n'en fut pas affaiblie. Dès son arrivée, il s'occupa de rechercher l'enfant et s'intéressa à elle. Le colonel était marié et avait une fille à peu près de l'âge de Jane. Cette dernière fut invitée à venir passer de longs mois chez les Campbell. Elle était jolie et intelligente et fut prise en affection par toute la famille. Quand Jane eut 9 ans, la grande tendresse que leur fille manifestait pour sa petite compagne et, en même temps, leur désir de se montrer de véritables amis amenèrent le colonel et madame Campbell à proposer de prendre la charge entière de l'enfant. L'offre fut acceptée et, depuis cette époque, Jane avait fait partie de la famille du colonel Campbell. Elle n'était plus venue chez sa grand-mère qu'en visite de temps en temps. Il fut décidé que l'on ferait d'elle une institutrice. Les quelques milliers de francs qu'elle avait hérités de son père ne pouvaient, en effet, suffire à lui assurer l'indépendance, et le colonel Campbell n'était pas lui-même en situation de la lui procurer. Car bien que son revenu provenant de ses appointements et de ses charges fût considérable, il n'avait, d'autre part, qu'une petite fortune personnelle qu'il devait transmettre intacte à sa fille. Mais il espérait qu'en donnant à Jane une éducation soignée, il la mettrait à même de gagner sa vie honorablement. En vivant constamment avec des gens intelligents et cultivés, le cœur et l'intelligence de l'enfant s'étaient affinés. De plus, la résidence du colonel Campbell étant à Londres, tous les talents d'agrément avaient été cultivés sous la direction de maîtres de premier ordre. Les dispositions et les capacités de Jane Fairfax étaient dignes des soins dont les entoura l'amitié, et à 18 ans, elle était aussi qualifiée qu'on peut l'être à cet âge pour l'instruction et l'éducation des autres. Mais les Campbell étaient trop attachés à leur jeune amie pour se résigner à se séparer d'elle. Ni le père ni la mère n'avaient le courage de prendre une décision, et la fille ne pouvait en supporter la pensée. La triste échéance fut reculée. On décida que Jane était encore trop jeune pour quitter la maison. Elle demeura donc avec eux, partageant comme une autre fille tous les plaisirs d'une société élégante et tous les agréments d'un confortable intérieur. Jane ne pouvait pourtant s'empêcher de penser, et son bon sens lui rappelait, que cette vie ne pouvait durer. L'affection de toute la famille, et en particulier la tendresse de Miss Campbell, faisait d'autant plus honneur aux deux parties que la supériorité de Jane, tant par la beauté que par les dons intellectuels, était évidente. Néanmoins, leur intimité demeura aussi étroite jusqu'au mariage de mademoiselle Campbell. Celle-ci attira l'affection d'un jeune homme riche et agréable, M. Dixon, peu après avoir fait sa connaissance. Elle fut demandée en mariage sans délai et se trouva heureusement établie, tandis que Jane Fairfax restait, malgré son charme incontestable, avec la seule perspective d'avoir à gagner sa vie. Jane avait résolu qu'à l'âge de 21 ans, une nouvelle période commencerait pour elle. Elle accomplirait le sacrifice complet pour lequel elle se préparait depuis longtemps. Elle renoncerait aux plaisirs de la vie, aux satisfactions du monde, pour accepter le joug de sa nouvelle existence. Le bon sens du colonel et de madame Campbell ne pouvait pas s'opposer à cette résolution qui leur était pourtant pénible. Ils savaient que, tant qu'ils vivraient, aucun travail n'était nécessaire. Leur intérieur serait toujours celui de Jane. Pour leur propre satisfaction, ils auraient voulu la garder près d'eux, mais c'était agir en égoïste. Il était préférable que ce qui devait être fût de suite. Peut-être même commençaient-ils à sentir qu'ils auraient mieux fait d'épargner à la jeune fille l'occasion de prendre goût à une vie de loisir à laquelle elle devait renoncer aujourd'hui. Néanmoins, ils furent heureux de se raccrocher à une excuse raisonnable pour prolonger de quelques mois la bienfaisante trêve. Jane n'avait jamais été tout à fait bien portante depuis le mariage de leur fille, et,
En conséquence, ils déclarèrent s'opposer à ce qu'elle assumât de nouveau devoir tant qu'elle n'aurait pas retrouvé toutes ses forces. Le récit que Jane avait fait à sa tante des raisons qui l'avaient empêché d'accompagner les Campbell en Irlande était l'expression de la vérité, sinon de la vérité tout entière. C'était bien elle qui avait choisi l'alternative de consacrer à ses parents d'Highbury tout le temps de l'absence des Campbell, de passer ses derniers mois de liberté avec celle qu'il aimait tant. Les Campbell, de leur côté, approuvèrent immédiatement ce projet qui leur paraissait à tous les points de vue opportun. Highbury devait donc, au lieu de recevoir la visite attendue de M. Frank Churchill, se contenter pour le moment de la présence de Jane Fairfax, qui n'avait pas le mérite de la nouveauté. Il déplaisait à Emma de devoir se montrer polie et attentive pendant plusieurs mois vis-à-vis d'une personne qu'elle n'aimait pas. Elle savait qu'elle serait contrainte de faire plus qu'elle ne le désirait et que, malgré tout, ce ne serait pas assez. Elle n'aurait pas su dire pourquoi Jane Fairfax ne lui était pas sympathique. M. Knightley lui avait dit une fois que c'était parce qu'elle voyait en Jane la jeune fille véritablement accomplie qu'elle avait l'ambition de paraître. Et bien que cette imputation eût été sur le moment résolument contredite, la conscience d'Emma n'était pas parfaitement tranquille à ce sujet. Il lui avait toujours été impossible d'arriver avec Jane à des relations d'intimité. Elle s'étonnait de trouver chez la jeune fille une sorte de froideur, une réserve qui pouvait à bon droit passer pour de l'indifférence. Un autre de ses griefs contre Jane était le bavardage éternel de mademoiselle Bates. Elle n'avait pas de meilleure raison à invoquer. En réalité, cette antipathie était si injustifiée qu'elle ne revoyait jamais Jane Fairfax, après une longue absence, sans se rendre compte qu'elle l'avait mal jugée. Ce fut précisément l'impression qu'elle ressentit lors de la première visite qu'elle fit aux Bates après l'arrivée de Jane Fairfax. Emma fut particulièrement frappée par l'apparence et les manières de celle qu'elle s'ingéniait à déprécier depuis 2 ans. La taille de Jane Fairfax était au-dessus de la moyenne, sa tournure particulièrement gracieuse. Elle était parfaitement proportionnée. Emma dut reconnaître que les traits du visage étaient plus parfaits chez l'original que dans sa mémoire. On ne pouvait nier la beauté des grands yeux gris ombrés de longs cils. Et même le teint, dont elle se complaisait à souligner la pâleur, avait acquis une fraîcheur et un éclat que rehaussait la délicatesse de l'épiderme. La distinction était la note caractéristique de ce genre de beauté, et Emma ne se sentait pas le courage de renier ses principes au point de ne pas admirer, fût-ce chez Jane Fairfax, un don qu'elle prisait par-dessus tout. En somme, pendant cette première visite chez les Bates, elle ne cessa de regarder Jane avec complaisance. Outre le plaisir des yeux, elle éprouvait la satisfaction de réparer son injustice, et elle résolut de ne plus se laisser aller à son antipathie irraisonnée. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir du respect et de la compassion en considérant le sort qui était réservé à tant de beauté et d'élégance. Emma n'hésita pas à renoncer à l'idée de séduction vis-à-vis de M. Dixon, que son imagination lui avait tout d'abord suggérée. Il lui paraissait probable maintenant que cet amour n'était pas partagé. Dans ce cas, elle jugeait que rien ne pouvait être plus honorable que le sacrifice auquel la jeune fille s'était résolue. Elle admettait que c'était poussé par le plus pur des motifs que Jane se refusait à aller en Irlande, et afin de se séparer définitivement de lui et de toute la famille, qu'elle avait décidé de commencer sans nouveau délai sa carrière de devoir. Dans l'ensemble, Emma la quitta avec des sentiments si radoucis et charitables qu'en rentrant chez elle, elle se prit à songer et à regretter qu'Highbury ne puisse fournir aucun jeune homme en état de donner l'indépendance à cette jolie créature. Ces charmantes dispositions ne furent point de longue durée. En effet, avant qu'Emma ne se fût publiquement compromise par une protestation d'amitié pour Jane Fairfax, qu'elle n'eût fait amende honorable et rétracté ses anciens préjugés d'une façon plus explicite qu'en disant à M. Knightley « Elle est certainement très belle », ses sentiments s'étaient de nouveau modifiés. Jane était venue passer une soirée à Hartfield avec sa grand-mère et sa tante. Emma avait pu constater que les causes d'agacement subsistaient toujours. La tante était aussi ennuyeuse que d'habitude, plus même, car à son admiration pour les facultés de Jane venait s'ajouter maintenant l'anxiété pour la santé de sa nièce.
Ils eurent à subir l'évaluation de l'exacte quantité de pain et de beurre que Jane mangeait à déjeuner, de la petite tranche de mouton qu'elle pouvait supporter à dîner. Il fallut examiner les nouveaux bonnets et les sacs à ouvrage que Jane avait confectionnés pour ses parentes. On fit de la musique. Emma fut forcée de s'asseoir la première, au piano, et elle eut l'impression que les remerciements et les compliments de rigueur n'étaient pas absolument dépourvus d'une certaine affectation de modestie très apte à mettre en valeur le jeu impeccable de sa rivale. De plus, et c'était le point capital, Jane se montrait si froide, si réservée. Il n'y avait pas moyen de connaître sa véritable opinion. Enveloppée d'un manteau de politesse, elle se tenait sur une sorte de défensive qui autorisait tous les soupçons. Il semblait que Jane affectât une réserve particulière au sujet de Weymouth et des Dixon. Elle était absolument impénétrable sur le caractère de M. Dixon et sur les avantages de ce mariage. Ce n'était qu'approbation vague, sans un détail précis. Toute sa prudence ne lui servit de rien. Emma en devina l'artifice et revint à sa première idée. Qui sait si M. Dixon n'avait pas été bien près de remplacer une amie par l'autre? La même réserve, du reste, s'étendait à tous les sujets. Jane s'était trouvée à Weymouth en même temps que M. Frank Churchill. On apprit qu'ils avaient fait connaissance, mais il fut impossible à Emma d'obtenir un mot d'information sur le caractère du jeune homme. Était-il bien physiquement? Elle croyait que l'opinion générale s'accordait à le trouver bien. Était-il aimable? On le jugeait généralement de manières agréables. Est-ce qu'il paraissait intelligent, cultivé? À la suite d'une fréquentation dans une ville d'eau ou de rencontres peu fréquentes à Londres, il était bien difficile de porter un jugement de ce genre. Il n'y avait guère que les manières qu'on pût se permettre d'apprécier dans ces conditions. Emma ne pardonna pas à Jane Fairfax ses diverses réticences diplomatiques. Chapitre 21. Monsieur Knightley, qui avait passé la soirée à Hartfield avec les Bates, ne s'était pas rendu compte des nouveaux griefs que Jane Fairfax avait fournis à Emma. Il n'avait vu que les gracieuses attentions du début, et le lendemain matin, venu pour causer affaires avec M. Woodhouse, il s'empressa de manifester son approbation. À cause de la présence de M. Woodhouse, il ne pouvait parler aussi librement qu'il l'eût fait à d'autres moments, mais Emma saisissait fort bien les intentions de son interlocuteur. Ce dernier avait toujours jugé Emma injuste pour Jane Fairfax, et avait eu grand plaisir à noter une amélioration. Dès que M. Woodhouse eut été mis au courant de l'affaire au sujet de laquelle son voisin venait l'entretenir, les papiers furent mis de côté, et M. Knightley s'adressa à Emma. « Ce fut une agréable soirée, Emma. Vous et Mademoiselle Fairfax, vous nous avez fait d'excellente musique. Je suis sûre que Mademoiselle Fairfax a été contente de sa visite. Rien ne manquait pour le plaisir de tous. Vous avez bien fait de la laisser jouer assez longtemps, car elle n'a pas de piano chez sa grand-mère, et cette occasion a dû être pour elle une vraie fête. »« Je me réjouis de votre approbation, » dit Emma en souriant, « mais j'espère que je suis rarement en défaut quand il s'agit d'accueillir mes hôtes à Hartfield. » « Non, ma chère, » répondit vivement son père, « ce n'est jamais le cas. Personne ne fait preuve d'autant de bonne grâce que vous. Si j'avais un reproche à vous faire, c'est d'exagérer parfois les attentions. Par exemple, hier soir, il aurait été plus sage de n'offrir qu'une fois des muffins. »« C'est vrai, » ajouta M. Knightley, presque au même instant. « Vous êtes rarement en défaut. Je pense que vous me comprenez. » Le regard disait « Je vous comprends fort bien. » Mais elle répondit seulement « Mademoiselle Fairfax est réservée. » Je vous ai toujours dit qu'elle l'était un peu, mais vous avez vite fait de dissiper cette gêne et cette excessive discrétion. Vous croyez donc qu'elle manque de confiance en elle-même? Ce n'est pas mon avis. Ma chère Emma, dit-il en s'asseyant sur une chaise plus proche d'elle, vous n'allez pas me dire, j'espère, que vous n'avez pas passé une agréable soirée. Oh non, j'ai été satisfaite de ma persévérance à poser des questions et amusée du peu de profit que j'en ai tiré. Je suis désappointé, se borna-t-il à répondre. J'espère que tout le monde a passé une bonne soirée, dit M. Woodhouse de sa voix la plus douce. Il en a été ainsi pour ma part. À un moment donné, la chaleur du feu m'a légèrement incommodé, mais je n'ai eu qu'à reculer un peu ma chaise pour me sentir parfaitement à mon aise.
Mademoiselle Bates était très causante et de bonne humeur, comme d'habitude. Elle est toujours agréable, bien qu'elle parle un peu vite. Madame Bates est également une excellente personne. J'aime les vieux amis. Mademoiselle Fairfax est une très jolie personne et parfaitement bien élevée. Elle a dû être contente, monsieur Knightley, puisqu'Emma a été là pour lui tenir compagnie. C'est bien vrai, monsieur. Et Emma, de son côté, avait la chance d'avoir Jane Fairfax. Emma vit l'anxiété de son père, et pour l'apaiser, elle dit avec une sincérité évidente. C'est une créature si élégante qu'il est impossible de ne pas prendre plaisir à la regarder. Je l'admire sans cesse, et je la plains de tout mon cœur. M. Knightley hésita un instant. Il ne trouvait pas de mots pour exprimer sa satisfaction, et, avant qu'il eût pu répondre, M. Woodhouse, dont la pensée était occupée par les Bates, reprit. « C'est un grand malheur que leurs moyens soient si restreints. Un grand malheur. Et j'ai souvent eu le désir... Mais on ne peut se permettre que des petits présents insignifiants. Nous avons tué un porc et Emma a l'intention de leur envoyer une longe ou un jambon. Il est très petit et délicat. Le porc d'Hartfield ne ressemble à aucun autre. Mais pourtant c'est du porc et, ma chère Emma, à moins que vous ne soyez sûre qu'elle sache l'accommoder en côtelettes bien grillées sans l'ombre de graisse, comme les nôtres, et qu'il n'y ait pas de danger qu'elle le fasse rôtir, car aucun estomac ne peut supporter le porc rôti, je crois que vous feriez mieux d'envoyer le jambon. N'est-ce pas votre avis, ma chère ? Mon cher papa, j'ai envoyé tout l'arrière-train. J'ai pensé que vous m'approuveriez. Il y aura le jambon qui est excellent et la longe qu'elles pourront préparer à leur guise. Très bien, ma chère. Vous ne pouviez mieux faire. Surtout qu'elle ne sale pas le jambon exagérément. S'il n'est pas trop salé et s'il est cuit à point, comme Searle nous le cuit, et pourvu qu'on en mange avec modération, je ne considère point cet aliment comme malsain. Emma, dit M. Knightley, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous aimez les nouvelles, et je viens d'apprendre un événement qui, je crois, vous intéressera. Oh oui, j'aime les nouvelles. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi souriez-vous ? Est-ce à Randalls que vous l'avez apprise ? Il n'eut que le temps de répondre. Non, je n'ai pas été à Randalls. Quand la porte s'ouvrit, Mademoiselle Bates et Mademoiselle Fairfax firent leur entrée. M. Knightley se rendit compte immédiatement qu'il avait manqué l'occasion et qu'il ne lui serait pas possible de continuer sa communication. Mademoiselle Bates débordait de reconnaissance et, en même temps, elle brûlait de faire part à ses amis d'une nouvelle qu'elle détenait. Elle ne savait pas où commencer. « Cher monsieur, comment allez-vous ce matin ? Ma chère mademoiselle Woodhouse, je suis confuse. Un si magnifique arrière-train de porc, vous êtes trop généreuse. Connaissez-vous la nouvelle ? Monsieur Elton se marie. » Emma était si loin de penser à Monsieur Elton qu'elle fut toute surprise et ne put s'empêcher de sursauter et de rougir légèrement en entendant prononcer ce nom. « C'était précisément la nouvelle que j'allais vous annoncer, » dit Monsieur Knightley. « Mais où avez-vous pu en avoir connaissance ?» dit Miss Bates. « Il n'y a pas plus de 5 minutes que j'ai reçu la lettre de Madame Cole. Non, il ne peut pas y avoir plus de 5 ou 10 minutes. J'avais mon chapeau et mon manteau et j'étais prête à sortir. Je voulais seulement descendre pour parler à Patty au sujet du porc, car ma mère craignait que nous n'eussions pas une terrine suffisamment grande. Alors j'ai dit que j'irais voir. Jane a répondu « Voulez-vous que j'aille à votre place, car vous êtes un peu enrhumée et Patty vient de laver la cuisine. » « Ah, ma chère, répondis-je, et à ce moment est arrivée la lettre. C'est une mademoiselle Hawkins, voilà tout ce que je sais. Une mademoiselle Hawkins de Bath. Mais, monsieur Knightley, comment se fait-il que vous soyez déjà au courant ? D'après ce que madame Cole me dit dans sa lettre, elle m'a écrit dès que son mari lui eut annoncé la nouvelle. Une mademoiselle Hawkins. Je me trouvais avec monsieur Cole, pour affaire, il n'y a pas une heure. Il venait de lire la lettre d'Elton, quand je suis entrée, et il me l'a passée immédiatement. Vraiment, c'est tout à fait. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une autre nouvelle d'un intérêt aussi général. Mon cher monsieur, vous êtes trop bon. Ma mère m'a chargé de ses meilleurs compliments et de l'expression de sa considération. Elle vous remercie 1000 fois, et elle dit qu'elle se sent confuse de tant de bonté. Nous considérons que le porc d'Hartfield, reprit M. Woodhouse, est d'une qualité supérieure. Aussi Emma et moi, nous faisons-nous un plaisir.
Oh, mon cher monsieur, ma mère dit bien que nos amis sont trop bons. Tout en ne disposant que de moyens limités, nous avons néanmoins tout ce que nous pouvons désirer. Nous pouvons bien dire que notre destin est encastré dans un héritage de bonté. Vraiment, monsieur Knightley, vous avez véritablement vu la lettre originale? Eh bien? Elle était courte, mais joyeuse et triomphante, naturellement. J'ai oublié les termes exacts. Du reste, la discrétion impose ce manque de mémoire. En un mot, c'était l'annonce de ses fiançailles avec une mademoiselle Hawkins, comme vous le disiez. « Monsieur Elton va se marier, » dit Emma, aussitôt qu'elle put parler. « Tout le monde souhaitera son bonheur. »« Il est bien jeune pour se marier, » dit M. Woodhouse. « Il aurait mieux fait de ne pas tant se presser. Il me semblait qu'il ne lui manquait rien. Nous étions toujours heureux de le voir à Hartfield. » « Une nouvelle voisine pour nous, mademoiselle Woodhouse, » dit mademoiselle Bates d'un air réjoui. « Ma mère est si contente. Elle dit qu'elle ne peut supporter l'idée de savoir le vieux presbytère sans une maîtresse de maison. C'est vraiment une grande nouvelle. Jane, vous n'avez jamais vu monsieur Elton, n'est-ce pas? Je ne m'étonne pas que vous soyez si curieuse de le connaître. » À dire vrai, Jane ne paraissait pas particulièrement absorbée par l'idée de monsieur Elton. Elle répondit. « Non, je n'ai jamais vu monsieur Elton. Est-il grand? »« À qui nous en rapporterons-nous » dit Emma. « Mon père dirait oui. »« Monsieur Knightley, non. Mademoiselle Bates et moi sommes d'avis qu'il est de taille moyenne. Puisque vous êtes ici, pour un peu de temps, mademoiselle Fairfax, vous aurez l'occasion de vous rendre compte que monsieur Elton est tenu à Highbury pour le modèle de la perfection, au physique comme au moral. » « C'est bien vrai. »« Mademoiselle Woodhouse, » reprit mademoiselle Bates, « on ne saurait trouver un jeune homme plus accompli. Mais, ma chère Jane, rappelez-vous que je vous ai dit hier qu'il était précisément de la taille de monsieur Perry. Mademoiselle Hawkins, je ne doute pas que ce ne soit une charmante personne. Il a toujours eu pour ma mère des attentions particulières. Il a voulu qu'elle prenne place dans le banc du presbytère afin qu'elle entendît mieux, car ma mère est un peu sourde. C'est peu de chose, mais elle n'entend pas parfaitement. Jane dit que le colonel Campbell est également un peu sourd. Il s'était figuré que les bains chauds pourraient lui faire du bien, mais l'amélioration n'a pas duré. Le colonel Campbell, vous le savez, est notre ange gardien. Monsieur Dixon paraît être un jeune homme de mérite tout à fait digne de lui. C'est un grand bonheur quand les braves gens se retrouvent, et c'est toujours du reste ce qui a lieu dans le monde. Maintenant, nous aurons ici monsieur Elton et mademoiselle Hawkins. Il y a aussi les Cole, excellentes gens, et les Perry. Je crois, monsieur, ajouta-t-elle en se tournant vers monsieur Woodhouse, je crois qu'il y a peu d'endroits où l'on trouve une société comparable à celle de Highbury. Je dis toujours que nous sommes bénis en nos voisins. Mon cher monsieur, s'il y a quelque chose que ma mère préfère à tout, c'est une longe de porc. Quant à savoir qui est mademoiselle Hawkins, ou depuis combien de temps il la connaît, dit Emma, nous n'aurons aucun indice à ce sujet. Il semble bien pourtant que ce soit une connaissance récente. Vous ne dites rien, mademoiselle Fairfax, mais j'espère que vous prenez intérêt à cette nouvelle. Vous avez été mêlée si intimement à ce genre d'affaires par suite du mariage de mademoiselle Campbell que nous ne vous laisserons pas rester indifférente aux accordailles de monsieur Elton et de mademoiselle Hawkins. Quand j'aurai vu monsieur Elton, j'éprouverai, je n'en doute pas, de l'intérêt. D'autre part, il y a déjà plusieurs semaines que mademoiselle Campbell est mariée, et mes impressions se sont un peu émoussées. Voici exactement 4 semaines que monsieur Elton est parti. Il y a eu hier 4 semaines. Une mademoiselle Hawkins. Eh bien, je m'étais toujours imaginé que ce serait quelque jeune personne de ce pays. Non pas que j'ai jamais. Madame Cole m'a une fois suggéré une possibilité, mais j'ai répondu immédiatement non. Monsieur Elton est un jeune homme de beaucoup de mérite, mais, en un mot, je ne suis pas bien habile dans ce genre de découverte. Je ne vois que ce qui se passe devant mes yeux. D'autre part, personne ne pourrait s'étonner si monsieur Elton avait aspiré. Mademoiselle Woodhouse me laisse parler avec la meilleure grâce du monde. Elle sait que je ne voudrais offenser personne sous aucune considération. Comment va mademoiselle Smith? Elle paraît bien remise. Avez-vous des nouvelles de madame John Knightley?
Oh, ces chers petits enfants. Jane, savez-vous que je me figure que M. Dixon ressemble à M. John Knightley? Je veux dire physiquement, grand avec le même air et pas très communicatif. Vous vous trompez, absolument, ma chère tante. Il n'y a aucune ressemblance. C'est curieux. On n'arrive jamais à se former à l'avance une idée juste de quelqu'un. On saisit au vol la première image qui se présente et on s'y tient. Monsieur Dixon, d'après ce que vous m'avez dit, n'est pas à proprement parler bel homme. Loin de là. Ma chère, ne m'avez-vous pas dit également que mademoiselle Campbell ne voulait pas admettre qu'il ne fût pas beau et que vous-même... Dans ce cas particulier, mon jugement n'a aucune valeur. Quand j'ai de la sympathie pour quelqu'un, je trouve toujours cette personne bien. En disant qu'il était sans beauté, j'ai exprimé l'opinion générale. Eh bien, ma chère Jane, je crois qu'il va falloir nous sauver. Le temps paraît menaçant et grand-mère sera inquiète. Vous êtes trop aimable, ma chère mademoiselle Woodhouse, mais il faut vraiment que nous partions. Je désire m'arrêter 3 minutes chez madame Cole, et vous, Jane, vous ferez bien de rentrer directement à la maison. Je ne voudrais pour rien au monde que vous fussiez prise par l'averse. Je vous remercie. Il me semble qu'elle est déjà mieux depuis qu'elle est arrivée à Highbury. Je n'irai pas chez madame Goddard, car je crois savoir qu'elle n'aime que le porc bouilli. Quand nous préparerons le jambon, ce sera une autre affaire. Bonjour, mon cher monsieur. Oh, monsieur Knightley vient avec nous. Vraiment, c'est tout à fait. Je suis sûre que si Jane est fatiguée, vous serez assez bon pour lui donner votre bras. Monsieur Elton et mademoiselle Hawkins. Allons, au revoir. Emma, restée seule avec son père, dut lui consacrer la moitié de son attention et l'écouter se lamenter au sujet des jeunes gens qui étaient si pressés de se marier et, circonstance aggravante, d'épouser des personnes qu'ils connaissaient à peine. Elle continuait en même temps à réfléchir sur ce sujet à son propre point de vue. La nouvelle ne pouvait que lui être agréable. C'était la preuve que M. Elton n'avait pas souffert bien longtemps. D'un autre côté, elle était préoccupée du contre-coup qu'aurait à supporter Harriet. Elle espérait pouvoir lui annoncer elle-même cette nouvelle. L'heure de la visite quotidienne d'Harriet approchait et Emma craignait qu'elle ne rencontrât mademoiselle Bates en chemin. Puis, quand la pluie commença, elle supposa qu'Harriet serait retenue chez madame Goddard et, dans ce cas, il y avait aussi des chances pour que la nouvelle lui fût brusquement communiquée. Au bout de 5 minutes, Harriet arriva, l'air agité comme il convenait, et dit aussitôt « Oh, mademoiselle Woodhouse, vous ne devinerez jamais ce qui vient d'arriver. » Cette première effusion était suffisamment significative. Puisque le coup était porté, Emma sentit que ce qu'elle avait de mieux à faire maintenant, c'était d'écouter, et Harriet s'empressa de commencer son récit. Elle était sortie de chez madame Goddard il y avait à peu près une demi-heure. Elle s'était mise en route avec l'espoir d'arriver à Hartfield avant l'averse. Malheureusement, elle avait cru avoir le temps de s'arrêter chez la couturière pour un essayage, et bien qu'elle ne fût restée que quelques minutes, il pleuvait lorsqu'elle était sortie. Ne sachant que faire, elle eut l'idée de chercher un abri chez Ford. C'était le magasin de nouveautés le plus important d'Highbury. J'étais assise depuis 10 minutes, quand soudain, Elizabeth Martin et son frère pénétrèrent dans le magasin. Chère mademoiselle Woodhouse, pouvez-vous imaginer mon trouble? J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'étais assise non loin de la porte. Elizabeth me vit immédiatement, mais lui, qui se trouvait occupé à fermer son parapluie, ne pouvait pas me voir. Ils se dirigèrent tous deux vers la partie opposée du magasin. Je suis sûre que j'étais aussi blanche que ma robe. Je ne pouvais pas m'en aller à cause de la pluie. Oh, ma chère mademoiselle Woodhouse! À la fin, je m'imagine qu'ils m'aperçurent, car au lieu de continuer leurs achats, ils commencèrent à parler entre eux à voix basse. Je suis certaine qu'ils s'occupaient de moi, et je ne peux m'empêcher de croire qu'ils cherchaient à la persuader de venir me parler. N'est-ce pas votre avis? Car peu de temps après, elle s'avança vers moi et me demanda comment j'allais. Nous échangeâmes une poignée de main. Ses manières étaient complètement changées, mais néanmoins, elle paraissait s'efforcer d'être très amicale. Nous causâmes quelque temps, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, tant j'étais émotionnée. Je me souviens qu'elle a exprimé ses regrets de ne plus me voir, ce qui m'a paru presque trop charitable. Chère mademoiselle Woodhouse, je me sentais absolument misérable. Le temps commençait à se remettre, et j'étais résolue à ne pas m'attarder plus longtemps. À ce moment, il s'est avancé, lui aussi, vers moi, à pas lents, comme s'il hésitait,
Il me salua et m'adressa quelques paroles. Je rassemblai mon courage pour dire qu'il ne pleuvait plus et qu'il fallait que je parte. Après avoir pris congé, je m'éloignai. Je n'avais pas fait 3 pas lorsqu'il me rejoignit pour me dire que, si j'allais à Hartfield, il croyait que je ferais bien de passer derrière les écuries de M. Cole, car le sentier direct devait être absolument détrempé par la pluie. Mon émotion fut si grande que je me crus arrivée à ma dernière heure. Je répondis que je lui étais très obligée. Je ne pouvais faire moins. Il retourna alors sur ses pas, et moi, je fis le tour par les écuries. Du moins, je le crois, car je ne me rendais plus compte de ce que je faisais. Oh, mademoiselle Woodhouse, que n'aurais-je donné pour éviter cette rencontre? Et pourtant, j'ai éprouvé quelque satisfaction à le voir agir avec tant de courtoisie et de bonté, ainsi qu'Élisabeth. Je vous prie, mademoiselle Woodhouse, parlez-moi, pour me réconforter. Emma eut très sincèrement désiré tranquilliser son amie, mais elle se sentait elle-même un peu troublée, et il lui fallut quelque temps pour se ressaisir. La conduite du jeune homme et celle de sa sœur semblaient avoir été inspirées par un sentiment élevé, et elle ne pouvait pas nier la délicatesse de leurs procédés. Mais ne les avait-elle pas toujours considérés comme des gens respectables et bien intentionnés? Ces qualités ne pouvaient en aucune façon atténuer les inconvénients de cette alliance. Il était naturel que les Martin eussent été désappointés. Grâce à cette union avec Harriet, ils comptaient sans doute s'élever socialement. Elle essaya donc de calmer son amie et affecta de n'attacher à cet incident que peu d'importance. « Vous avez certainement dû passer un moment pénible, mais vous paraissez vous être comporté avec beaucoup de tact. Il n'y faut plus penser, d'autant que cette coïncidence peut ne plus jamais se représenter, et en tout cas, la première rencontre est de beaucoup la plus gênante. » Harriet répondit qu'elle s'efforcerait d'oublier, ce qui ne l'empêcha pas de ne pouvoir parler d'autre chose. Finalement, Emma, pour se débarrasser des Martin, se vit forcée de lui annoncer sans délai la nouvelle qu'elle se préparait à lui faire connaître avec tous les ménagements possibles. Elle ne savait si elle devait se réjouir, s'attrister ou avoir honte de l'état d'esprit d'Harriet, si peu compatible avec l'admiration passionnée que cette dernière professait pour M. Elton. Peu à peu, néanmoins, ce dernier reprit ses droits, et, si en apprenant la triste réalité, Harriet n'éprouva pas l'émotion qu'elle eût ressentie 1 heure auparavant, elle se montra pourtant très affectée. L'apparition d'une mademoiselle Hawkins à l'horizon qui, depuis quelques semaines, paraissait si radieux, lui causa une cruelle déception. Elles causèrent longuement, et Harriet éprouva tour à tour les sensations de surprise, de regret, de curiosité que les circonstances comportaient. Emma finit par reconnaître que la rencontre avec les Martin avait été plutôt opportune. Elle avait amorti le premier choc sans laisser derrière elle de traces durables. De la façon dont vivait Harriet à présent, les Martin pouvaient difficilement arriver jusqu'à elle, à moins d'aller la chercher chez madame Goddard, où leur fierté les avait toujours empêchés de se présenter. Depuis 1 an, en effet, les 2 sœurs n'étaient jamais venues voir leur ancienne maîtresse de pension. Selon toute probabilité, une autre année s'écoulerait sans amener une nouvelle entrevue.